Bonjour, qu'est-ce que la douleur exactement? Comment est-ce considéré dans la médecine moderne? Alors c'est bien classique, hein, il y a une définition de l'OMS qui dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en de tels termes. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une sensation et une expérience sensorielle et émotionnelle, donc on met sur un même plan les sens et les émotions. C'est-à-dire que c'est clairement très subjectif, cette interprétation. Alors les choses ont beaucoup évolué. Pendant longtemps, c'est ça qui est intéressant, c'est que la douleur était comprise comme un symptôme de l'évolution d'une maladie. Par exemple, vous aviez le bras cassé, tant que le bras n'est pas consolidé naturellement, vous avez mal. Donc c'est pour ça que probablement, à mon avis, la douleur n'a pas été prise en charge de façon efficace pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles. Alors maintenant, on n'est plus dans ce concept-là. On garde pour la douleur aiguë le concept de l'alarme. Si vous avez mal au ventre ou si vous avez mal à la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et puis par contre, et c'est ça qui est important aussi, c'est que dans le monde du chronique, au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout de 3 mois, la douleur, elle n'a plus de valeur d'alarme, elle en clair, elle n'a plus de sens. Donc elle devient inutile et clairement destructrice. Donc on est dans un autre monde, qui est le monde d'une maladie, clairement, qui s'appelle douleur chronique. Alors les douleurs aiguës qu'on prend en charge principalement à l'hôpital, c'est les patients qui rentrent à l'hôpital. Alors ce qui est important aussi, c'est de bien considérer que quand quelqu'un rencontre soit un médecin, soit les urgences, le système des urgences, c'est plus d'une fois sur deux parce qu'il a mal. Donc en clair, la douleur, c'est un symptôme qui est particulièrement important. Plus de 50% des consultants qui viennent voir un médecin viennent le voir parce qu'ils ont mal. Alors à l'hôpital, bien sûr, ça se passe aux urgences, par exemple, ça se passe dans tous les services de médecine et puis dans tout le monde de la chirurgie, puisque la douleur aiguë post-opératoire, c'est inhérent au fait qu'on vous incise ou qu'on vous opère ou qu'on vous répare. Et puis il y a une deuxième grande parcelle, un peu encore en dehors, qui est le monde du chronique. Alors, en intra-hospitalier, ça peut se produire, par exemple pour des gens qui ont des diabètes, des polynévrites diabétiques, ou bien des gens qui ont des séquelles d'amputation, par exemple, ou bien de lésions du système nerveux, qui ont une prise en charge plus chronique. Et puis, il y a une autre structure, qui est le Centre d'évaluation et traitement de la douleur du CHU de Dijon, mais là, qui est fait pour des patients qui viennent en consultation de l'extérieur. Ce n'est pas directement des patients intra-hospitaliers. Et puis dans le monde de la douleur aiguë et ou chronique, il y a des mécanismes qui sont différents, et ça c'est très important pour que tout le monde le comprenne bien. Il y a, pour faire très simple, ce qui n'est pas le système nerveux abîmé, et puis il y a ce qui est le système nerveux abîmé. Et là c'est deux grands mondes différents, avec deux façons de traiter qui sont différentes. Ce qu'il faudrait parler de douleur dans le cadre de ce qui est plutôt aigu, et là le mécanisme, pour que tout le monde comprenne bien, c'est, en clair, pour faire simple, c'est j'ai mal. Donc j'ai ma sensation douloureuse, etc. Mon système nerveux est stimulé par des systèmes, des nocicepteurs, ça s'appelle, et puis des substances inflammatoires qui stimulent le système. Et puis il y a un monde du chronique. Et dans le monde du chronique, là on passe à, clairement, pour faire simple aussi, de la souffrance. C'est quoi la différence entre douleur et souffrance? Douleur, c'est j'ai mal, et la souffrance, c'est je suis mal. Et je suis mal parce que la douleur, elle a duré. Et elle a duré et elle m'a donc envahi. J'ai perdu mon unité, je ne suis plus moi-même. Je m'isole du monde et je ne le vois ce monde qu'à travers ce qu'est la douleur chronique. Face à la douleur, quel traitement existe-t-il? Alors il existe plusieurs traitements contre la douleur, qu'on appelle également antalgiques. Donc plusieurs sont commercialisés en France et ils sont de différentes puissances. Donc on va parler également de paliers. Donc on va avoir des médicaments pour des douleurs légères à modérées, type paracétamol, et puis on va monter dans les paliers pour arriver à des médicaments dérivés des opioïdes, de la morphine, pour des douleurs, on va dire, qui sont beaucoup plus sévères. Ces substances sont apparentées à la classe des stupéfiants. Et ce sont des molécules qui ont une action sédative, qui ont une action antalgique et euphorisante. Ces médicaments ont une grande efficacité antalgique pour les patients. Et de par cette action, cette efficacité, cette nature, la réglementation et le mode de délivrance et de stockage de ces médicaments est très sécurisé, ce qui permet de limiter les mésusages et les addictions. Effectivement, il y a plusieurs rôles du pharmacien. Un de ses premiers rôles, c'est d'approvisionner les patients et les services en médicaments contre la douleur. Donc il va déjà y avoir une fonction en fait, d'achat auprès des fournisseurs, donc de l'industrie pharmaceutique, des produits de santé, donc des antalgiques, pour les mettre à disposition du service et du patient.
Dans un deuxième temps, le pharmacien va contribuer donc à la dispensation du médicament. Donc la dispensation, c'est l'analyse de la prescription qui est réalisée par le médecin. Donc est-ce que c'est la bonne posologie? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication? Est-ce que ce produit est vraiment le bon pour le patient? Et va préparer les doses à administrer. Et dans le cas des stupéfiants, je reviens un petit peu sur cette réglementation particulière, il va y avoir un double contrôle par l'infirmière à laquelle on va remettre ces stupéfiants, car ce sont vraiment des produits pour lesquels on doit en fait à tout moment savoir où est le produit jusqu'à son administration. Par la suite, une des autres missions en fait, du pharmacien est aussi également de délivrer des conseils auprès du patient. Donc ça nous arrive au CHU de Dijon dans différents services, notamment de chirurgie. À la pharmacie du CHU, est-ce que vous produisez des médicaments contre la douleur? On produit des médicaments donc, à l'aide de principes actifs qui sont déjà commercialisés, qu'on n'en produit pas spécifiquement pour la douleur. En général, nous devons utiliser les produits qui sont disponibles et fournis par l'industrie pharmaceutique. Mais dans certains cas, la forme galénique, le dosage ne sont pas adaptés, notamment pour les patients pédiatriques. Donc nous devons en fait produire des formulations, des gélules, des suspensions buvables qui vont être plus appropriées pour le patient. Donc il n'y a pas à ce jour de médicaments que nous fabriquons spécialement contre la douleur, mais si si un patient devait avoir un nouveau traitement bien spécifique, nous pourrions être amenés à le fabriquer. Pourquoi une pharmacie à l'hôpital? Quelles sont les missions du pharmacien et de l'équipe pharmaceutique? Effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de pharmacie à l'hôpital, alors qu'effectivement, c'est très important. Dans quelle mesure le pharmacien est responsable de toutes les étapes du circuit du médicament et des produits pharmaceutiques. Donc j'entends par produits pharmaceutiques les médicaments, les dispositifs médicaux stériles et les dispositifs médicaux restérilisables. Il va sécuriser toutes ces étapes, que ce soit de l'achat auprès de l'industrie pharmaceutique jusqu'à l'administration par l'infirmière au lit du patient. Donc concernant les achats, le pharmacien crée ses propres marchés publics. Donc il est soumis au Code des marchés publics où il met les produits en concurrence. Et c'est pour cela que nous disposons à l'hôpital que 2500 références donc, en médicaments contre 10 000 références à l'officine. Ce qui peut expliquer pourquoi les patients se demandent pourquoi ils n'ont pas exactement la thérapeutique ou le traitement qui est prescrit dans leur traitement habituel par leur médecin traitant. Dans un deuxième temps, une fois que le produit a pu avoir un marché, on va le commander auprès du fournisseur, puis le mettre à disposition auprès du service, donc il va nous réaliser des commandes. Donc les services ont une petite pharmacie avec les références qui tournent le plus souvent pour leurs patients. L'une des missions principales du pharmacien, et qui est une obligation depuis 2016, est de réaliser des activités de pharmacie clinique. Donc c'est une discipline de santé qui est centrée autour du patient. Donc le pharmacien est dans le service auprès du patient et ça vise à optimiser sa prise en charge thérapeutique, améliorer l'impact des thérapeutiques, faire une revue des médications avec le patient, évaluer l'observance du patient, limiter les erreurs médicamenteuses et tout ça aussi en discussion, en collaboration avec le prescripteur. Vous êtes directement au contact du patient et de la douleur qu'il ressent. Comment faites-vous pour soulager les patients? Donc j'interviens en tant qu'infirmière ressources douleurs dans les services hospitaliers, au sein du service qui s'appelle le SAPO, le service d'analgésie périopératoire, qui prend en charge toutes les douleurs des patients hospitalisés. Donc j'interviens dès qu'un professionnel de santé fait appel à notre structure, que ce soit une aide-soignante, une infirmière, un cadre de santé, un kinésithérapeute, un interne en médecine ou en chirurgie. Et puis on va au chevet du patient, recueillir les informations qui sont nécessaires à notre diagnostic et notre évaluation de la douleur. On va lui demander un petit peu ce qu'il ressent, à quel moment il le ressent, est-ce qu'il va pouvoir nous décrire ses symptômes, tout simplement. Et puis, on va pouvoir voir avec lui ce qu'on va pouvoir proposer comme traitement antalgique médicamenteux et comme traitement antalgique non médicamenteux, puisqu'on va avoir ces deux possibilités d'intervenir. Et puis après, on va aussi aller vers les équipes, que ce soit les aides-soignantes et les infirmières, pour recueillir aussi, elles, ce qu'elles ont ressenti avec le patient.
quelles informations elles ont, la nuit comment ça se passe, le matin pour la toilette, les soins, voilà. Et puis après on va aller voir le médecin, le prescripteur, pour réfléchir ensemble déjà au niveau du traitement antalgique médicamenteux, qu'est-ce qui est le plus approprié puisqu'on va personnaliser le traitement, c'est ça qui est important. Il y a des protocoles qui existent, mais on est là pour personnaliser au mieux avec toujours en tête le rapport bénéfice-risque au niveau des médicaments. Donc comme traitement non médicamenteux, ce qu'on peut proposer, ça va être l'hypnose, ça va être la stimulation électrique transcutanée, ça peut être la relation d'aide, d'écoute. Voilà, donc on a toujours plusieurs choses à proposer. Alors on est 2 infirmières donc au sein de la structure, on est formés à toutes ces techniques non médicamenteuses. Voilà, il y a mes collègues infirmières qui sont dans les services qui vont être là et puis les aides-soignantes, il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont aussi au contact du patient, qui vont pouvoir évaluer déjà dans un premier temps le patient. Donc je vous ai amené les outils dont on dispose. On a une réglée qui s'appelle EVA, donc c'est le patient qui va pouvoir régler le curseur de sa douleur et qui va pouvoir situer sa douleur. Donc là, on a pas mal du tout, et là, on a très très mal, et c'est lui qui va pouvoir évaluer sa douleur. Et puis nous, derrière, on a notre face thérapeute, où on va pouvoir avoir l'équivalent en chiffres de cette douleur. Donc cette douleur va de 0 à 10. On peut aussi lui demander verbalement, mais c'est peut-être plus facile d'avoir un support. Donc ça, c'est pour la version adulte. Et puis on a des versions aussi un peu plus rigolotes pour les enfants, par exemple. Parce qu'aussi, on a de la pédiatrie aussi. Donc ça, c'est important d'avoir les 2 réglettes. Et puis aussi, donc, on a cette réglette-là qui est un petit peu plus compliquée, mais on va pouvoir s'aider de faire un diagnostic. Ça, c'est plus pour la douleur neuropathique. Donc voilà, c'est un autre outil où on va pouvoir évaluer la douleur avec les patients. Vous êtes aussi une première limite à la dépendance aux médicaments pour un patient. Comment est-ce que vous gérez cela ? En fait, non, on n'a pas de limite. En douleur aiguë, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de dépendance aux médicaments. Si l'indication principale, c'est la douleur et pas pour autre chose, pas pour rechercher un autre, on va dire, un autre bénéfice ou une autre action de ce médicament, il n'y a pas de dépendance réelle. Donc après, on va souvent avoir un rôle d'information, au même titre que le pharmacien ou au même titre que le médecin. On va leur indiquer le traitement, déjà, on va leur expliquer le traitement qu'on met en place pour eux, pour leur douleur, en leur donnant les délais d'action et les durées d'action. C'est ça qui est important aussi, puisque bon, c'est vrai qu'on est soumis à une informatisation et puis une prescription avec des heures fixes, mais il se peut que la douleur survienne à un moment donné où on n'a pas forcément de prescription à ce moment-là. Donc là, c'est important qu'il donne son signe d'alerte, comme l'a dit Dr Volo précédemment. La douleur aiguë, c'est un signal d'alerte. Et donc là, si on a mal, il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est normal ou pas ? Et puis là, il faut donner le médicament pour éviter qu'on chronicise une douleur aiguë. Donc ça, c'est important de bien prendre en charge cette douleur aiguë. Donc on a comme toujours effectivement cette notion de dépendance qui peut être là, mais qui va plus s'inscrire dans la durée, si la douleur dure ou si elle devient chronique. Donc là, on l'a plus à l'esprit à ce moment-là. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.